dit la pyramide. Nous vivons en Amérique. C'est la nouvelle la vie. C'est la nouvelle la vie. Opa mama yele. Opa mama yele. Il me dit, sur la colline, il y a une petite maison en briques, en ruine. Il souhaiterait la voir aussi pour mettre ses installations. Je vois qu'il parle, je dis, mais je ne l'ai pas vu monter là-haut. Donc il est venu avant. Il était venu avant. Tant pis pour lui si je dis ça. Je déduis que M. Arlette est venu avant. Et qu'il voulait donc obtenir le site. Il demande la maison, un petit chemin pour aller vers ce qu'il n'y a presque pas de mangrove. On va pousser la mangrove et puis il rigole. On va faire mangrove avec son appartement et son petit bateau. Et il me dit, il te demande finalement de l'accueillir. J'ai dit, Jojo, c'est non définitif. Il m'a dit, bon d'accord, je transmets, tu transmets. Voilà mes derniers rapports avec M. Ayotte. Ouais. J'ai beaucoup d'amis du groupe dit Béquet, comme on l'appelle Béquet, des Français de France, de la France coloniale. J'ai beaucoup d'amis. On se respecte. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Il y avait à Saint-Ahama, Sablé a été battu, j'ai soutenu Mitterrand, j'étais président de son comité de soutien, et je reçois une invitation à rencontrer 3 Béquets à l'université Antilles. J'y vais, contrarié, je dis j'ai rien à... J'avais du monde. Heureusement j'avais une ouvreuse, j'ai dit bon, j'y vais. Je vais et il y avait donc 3 Béquets encore, qu'ils m'excusent, je les appelle Béquets, mais ils se nomment comme ça aussi, je suppose. Et puis 2 journalistes. Tenez-vous bien, le Canard enchaîné et le Nouvel Observateur. La Martinique n'a pas de parti. L'économie martiniquaise n'a pas de couleur politique. C'est le pouvoir français qui manipule les Béquets. Ils sont et pour garder leurs privilèges, qui sont des privilèges de fait, de situation, puisqu'on les a trouvés là, ils négocient avec le pouvoir français, l'espace qu'ils possèdent. Ils n'ont pas le choix. Je leur dis là, ils n'ont pas le choix. Si la France a choisi, ils vont exécuter. Mais à condition d'être les organisateurs du processus économique qui sera mis en place. Je suis invité et on me demande d'être le député du Sud. Voilà. D'être le député du Sud à la place de Sablé. Je venais d'avoir un débat avec Sablé. J'étais à l'aise. Sablé était mal à l'aise. J'ai trouvé que je l'ai dominé. Oh, mais j'ai été félicité. Et je ne savais pas qu'il avait été remercié. Donc on prenait un député de tendance mitterrandiste pour avoir finalement un relais avec le pouvoir. C'est un testament, je dis là, avec le pouvoir. J'ai dit non. Il y avait Philippe Saint-Cyr, l'avocat. Il me regardait. J'ai dit non, c'est non. On a insisté dans non, c'est non. Alors les gars m'ont dit, quand on discute plus tranquillement, venez au François. Là, on sera plus à l'aise, on va discuter tranquillement. Je dis, mais je lui ai dit non. Venez quand même. Je suis allé. Je suis allé. C'est un long chemin. J'ai pas vu âme qui vive dans ce territoire. Pas âme qui vive. Je suis arrivé en bout de territoire, dans une petite case, je ne m'ai même pas reçu chez l'un d'entre eux. On m'a mal reçu. Pour me demander ça, on m'a très mal reçu. Et d'une une petite terrasse triangulaire. Donc les 2 messieurs, faut pas dire encore Béquet, j'aime pas ça. Et puis les 2 journalistes et moi, les mêmes. Et on me demande qu'est-ce que je vais faire à la Martinique. Je dis monsieur, je suis martiniquais. Si ça a un sens pour vous, ça a un sens pour moi. J'ai une identité martiniquaise, je suis à 7000 km.
les études en métropole, je suis maintenant venu en Martinique, c'est pour travailler pour ce pays-là, pour défendre les intérêts martiniquais. Je suis autonomiste. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à admettre qu'il puisse être responsable du développement du pays? Je veux que ce pays s'enrichisse par lui-même, en lui-même, intrinsèquement, par tout ce qu'il peut faire, produire. Ils n'ont pas dit non. Me dites, on attend votre réponse. Ça ne me dérange pas. Je dis, monsieur, j'ai déjà dit non. On vous téléphone demain. Je suis parti sans répondre. J'arrive, ils ont dû téléphoner peut-être 4 ou 5 fois avant que j'arrive. J'ai commencé déjà à 7 heures, très tôt le matin. Le téléphone sonne à peine arrivé, donc ils ont dû faire plusieurs essais. Alors, docteur, quelle est votre réponse? Monsieur, je dis non, c'est définitif, monsieur. On me dit, ah, monsieur ne sera pas content. Monsieur qui laisse ne sera pas content. C'est plus, c'est le gouvernement, c'est Mitterrand. Monsieur ne sera pas content parce qu'il attendait votre réponse. Un socialiste qui dit ça pour que le Martiniquais puisse finalement être sous la coupe économique d'un groupe. Je n'ai pas compris. Je dis, monsieur, c'est toujours non. Ah, monsieur Claes ne sera pas content. Enfin, je veux le lui dire. Il attend parce que c'est le dernier jour de la excusez-moi, madame, la désignation des candidatures pour le Sud, là, et pour la France, et on vous attend. Alors j'ai dit non. J'ai dit, vous dites non. Du travail, etc. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Kiles me prie instamment de vous dire de ne plus jamais compter sur le Parti Socialiste. Un socialiste. Un socialiste. Voilà. Et le problème pour nous, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait en Martinique. Les 50 pages géométriques, c'est sur la propriété, c'est le domaine de l'autorité de l'État. Pour les Martiniquais. Pas pour les Français installés depuis longtemps, j'ai traduit. Le lien est toujours le même. Nous sommes affranchis, mais nous n'avons pas de pouvoir. Et l'exemple de la pointe du Marin, c'est exactement la même chose. Et un petit maire comme un petit valet, je dirais ça, c'est j'ai mieux, passe pour être celui qui fait quelque chose alors qu'il est téléguidé. Il ne peut pas avoir décidé de faire ça. Il n'est pas de la taille comment dirais-je, de l'école en question. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà été à côté du bien simple, de Montplaisir, etc., à côté du club méditerranéen, ça fera très bien. L'usine du Marin n'est pas loin, je suppose que c'est pas loin aussi, la petite mangrove va disparaître. Voilà le problème. Voilà le problème. Il faut absolument déstabiliser Monsieur Gimieux. On ne peut pas avoir un maire qui a l'écoute absolument non démocratique, non sans défendre des enfants Tu dis beaucoup quand tu dis qu'il est à l'écoute. Hein. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est sous influence. Il est sous influence. Il respecte les ordres. Voilà un petit peu la situation. Félix, c'est très important ce que tu viens de dire. Je crois que c'est un testament. On est plus fort. C'est bien ça. Je peux mourir de bien. Ça, c'est très très important. C'est la nouvelle la vie. C'est la nouvelle la vie. Ce qu'il vient de dire nous donne exactement, nous montre exactement la physionomie du pays, ce que nous avons toujours vécu et ce que nous continuons de vivre aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Maurice Montezuma qui va nous dire un peu, parce que c'est un homme, quelqu'un du nautisme, mais médecin de profession, passionné de la mer surtout, du nautisme, et puis même Sainte-Anne, puisqu'il est toujours à la Pointe-Marin, tous les dimanches il est à la Pointe-Marin. Et il me disait, lorsqu'il a entendu parler du projet lancé par le maire de Sainte-Anne avec les noms, il me disait, mais garçon, nous ne pouvons pas dormir. Ça qu'il fait
Ouazatama, nous avons fait le même bagaille là. Il faut absolument qu'il y ait un soulèvement populaire. Alors Maurice est d'autant mieux placé que, en plus de ça, il connaît les vertus de la mer. En tant qu'élu, en tant que médecin, mais aussi effectivement il a étudié. Et ça c'est très important. Suivre pour continuer ce que disait le docteur Félix Zoutom, qui nous a beaucoup appris. N'est-ce pas, Lucien? Ah oui. D'accord. Alors, Maurice. Oui, je crois que je t'ai dit, aussi au téléphone, que cette plage était quelque chose d'important pour les Martiniquais, dans la mesure où elle était très fréquentée par l'ensemble des Martiniquais, et qu'il y avait déjà quand même une occupation qui était le club méditerranéen dans une des plus belles plages de la Martinique, et qu'il fallait laisser totalement cette plage à la baignade, très simplement à la baignade pour les Martiniquais. Alors c'est vrai que il y a eu un précédent, vous en avez parlé à Sakama, que j'ai connu puisque j'ai participé, mais de façon très symbolique. À l'époque, il s'agissait d'aller planter un cocotier symboliquement pour bien montrer notre détermination à ne pas laisser s'installer ce projet sur la plage des Salines. Mais la plage des Salines, j'ai découvert que ce n'était pas seulement la plage des Salines qui les intéressait à l'époque, puisque l'étang des Salines les intéressait particulièrement. J'ai découvert ça au BRGM, en allant chercher quelques documents sur l'étang des Salines. J'ai découvert qu'une première étude avait été commanditée parce qu'on voulait extraire les boues de l'étang des Salines pour en faire une marina. Alors bon, tu connais un peu ma sensibilité par rapport à ces bouts-là, puisque bon, ça fait longtemps que je dis quand même aux Martiniquais qu'il y a là une richesse, à l'instar même de Palaouk-les-Bains ou de la station d'Aix, où vont beaucoup de Martiniquais chaque année, depuis des décennies, et qu'on pourrait faire à cet endroit-là, bien entendu, une station thermale qui pourrait permettre de traiter tout au moins les rhumatismes des Martiniquais. Je crois que c'est une chose quand même très importante. Et donc ils avaient ce projet d'enlever les boues, je ne sais pas où ils allaient les mettre, et pour en faire une marina. Alors, quand on couple ce projet-là à celui du Club Méditerranée, il ne restait pas grand-chose pour les Martiniquais. À l'époque, l'idée des Martiniquais était de dire ces plages sont symboliques de la mesure où c'est là que nous allons nous baigner, nous et nos enfants et nos parents, et nous voulons que ces plages restent dédiées simplement à la baignade. Alors, je ne crois pas que, tu l'as dit tout à l'heure, je ne crois pas que avoir tout le temps cet esprit de vouloir rentabiliser tout ce qu'on voit à la Martinique, tout ce qu'on voit est un sujet de rentabilité. Il faut rentabiliser ça. Et je crois que installer à cet endroit-là, je veux parler de la plage, de ce qui reste de la plage de la Pointe-Marin, installer un club nautique important, je crois que ça ne peut pas bien cohabiter avec la baignade qu'en font les Martiniquais, tels qu'ils le font, c'est-à-dire de façon tout à fait naturelle, en famille. Bon, il s'agit d'aller là en semaine, et particulièrement le dimanche, et pour voir la quantité de Martiniquais qui viennent se baigner à cet endroit-là. Je ne crois pas qu'il faille faire cohabiter ces deux activités. Je suis bien pour une activité tournée vers la mer, mais je ne crois pas. La Martinique est un tout petit pays, très vulnérable, et je crois qu'il faut bien réfléchir à tous les projets, quels qu'ils soient, qu'on pourrait penser pour le développement de ce pays-là.
Je crois qu'il faut bien les penser et que ce n'est pas, surtout dans un lieu comme la Pointe-Marin, ce n'est pas une simple municipalité qui fait de la politique, somme toute, à décider de ce genre de choses. Je crois que c'est une chose qu'on doit méditer, qu'on doit renvoyer à la population pour qu'on puisse étudier la question et finalement conclure et finalement décider. Voilà ce que je voulais dire. Nous ont dit la pyramide. Nous ont dit la pyramide. Nous vivons en Amérique. C'est là nous fait la vie. Peu de temps après l'ouverture du site, il y a eu l'élection du maire de Fort-de-France après Césaire, qui a écrit un article dans le France Antilles, 3 pages, la nouvelle formule qui est en cours en ce moment, et qui a écrit un article assez long dans lequel il développait le projet de créer à partir de l'étang d'Abricots, après la marina l'étang d'Abricots, à partir la plus grande marina de toute la Caraïbe. Pour aller où? Pour aller où? Où il prendrait l'espace encore? Alors, moi, je suis au départ de la marina l'étang d'Abricots. J'étais conseiller municipal, j'avais échoué donc à l'étang d'Abricots et j'avais demandé au conseil municipal de voter pour que Fort-de-France ait un lieu d'abri pour les bateaux qui viennent, etc., les petits bateaux, peu importe, une marina, parce que quand on reçoit des sportifs, etc., on les met sur la jetée, sur le bord de mer, il faut que Fort-de-France ait sa marina. Et c'est moi qui les ai emmenés sur le site pour leur dire c'est là, et qu'il fallait creuser pour faire ceci et mettre une école de voile dans le fond pour que tous les enfants de Trenel, etc., génimés, puissent avoir à pratiquer la voile. Et je me suis posé des questions, mais comment il va faire une marina plus grande que celle de Porto Rico, je ne connais pas, etc. Comment il va faire? Eh bien c'est simple. C'est depuis, je dis bien, depuis le Coé du Lamentin, la marina de l'étang d'Abricots, le canal du Lamentin qui conduit vers l'aéroport où il y a déjà une marina sauvage, et puis tu contournes la rivière et puis là, la mangrove de la rivière Salée. Tu fais du fond de la baie une marina. La plus belle, oui, elle sera plus belle. Mais on vous a enlevé toute identité. Toute identité, toute prétention. Et j'ai assisté aux 6 semaines de formation au sport au centre du Lamentin, là, et j'ai pris la parole chaque fois en disant tous les sujets que vous abordez, que ce soit l'éducation, que ce soit la formation des enfants, que ce soit la familiarisation avec le milieu marin, etc., sont dans vos sujets. La culture, c'est tout. Il faut que les enfants de toute la Martinique, qu'ils habitent sur un Mont, dans une école au Mont-Nevers, une école au Saint-Esprit, tous puissent avoir accès au rivage le plus proche pour participer à l'initiation à la mer. Toute activité marine. Et il faut que le trajet soit gratuit. J'ai dit ça. Moi je vais dire ça aussi, pour dire que vraiment, c'est un tout. C'est un tout. Lucien Sidalis-Montez, qui est architecte de sa profession et qui a milité énormément en tant qu'écologiste et qui continue de militer malgré la fatigue qui pèse sur Lucien, eh bien, disait tout à l'heure, le drame, c'est qu'il n'existe pas de transition entre ce qui a été fait et aujourd'hui. Et lorsque vous racontez cette histoire de la dame, si ça avait été raconté en permanence, si les médias avaient repris en permanence à chaque fois qu'il y avait un projet sur le littoral, si les médias aidaient effectivement une association comme la Sopamar à intervenir lorsque la Sopamar continue de mener le combat sur la mangrove, etc., sur tout ce qui adosse la mangrove, eh bien nous ne serions pas là. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi ce que nous faisons là aujourd'hui est exceptionnel. Et je tiens à vous remercier très grandement, mais nous allons conclure. Et je vais
Marie-Alice. Marie-Alice est beaucoup plus jeune que nous. Marie-Alice a connu Sainte-Anne. Elle est née à Sainte-Anne. Elle a entendu parler de Atatama. Et elle connaît, puis elle milite aussi. Elle est au conseil municipal de la ville de Sainte-Anne en tant qu'opposante. Et elle a dit haut et fort, et elle continue de le dire, à tous les élus de Sainte-Anne et Sainte-Anne, que le projet en question sur lequel le maire a pris une délibération est dangereux pour la Martinique. Et dangereux pour Sainte-Anne, certainement. Mais dangereux pour la Martinique, dans son ensemble. Mais je vais lui laisser la possibilité d'intervenir, comme elle l'a fait au conseil municipal, des fois avec beaucoup plus de force. Alors, nous ont dit la pyramide, nous ont dit la pyramide, nous vivons en Amérique, c'est là nous fait la vie. Les conclusions de toutes nos batailles, qu'elles soient menées comme celle-là d'aujourd'hui, ou simplement une interview ou un article, les conclusions ne sont pas suivies. Un simple exemple, c'est le chlordécone. Regardez comment le chlordécone se fout de notre gueule. C'est une réalité. On a même fait entrer en jeu des professeurs les plus qualifiés qui soient, mais qui a fait entrer en jeu? Ceux qui ont les moyens de faire entrer en jeu. Mais les responsables, et à un moment donné, tu as parlé de politique. Le problème n'est pas de dire parce que quelqu'un est maire d'une commune ou qu'il fasse de la politique, pour dire qu'il sait faire de la politique. C'est ça le problème. Nous avons des politiciens dans leur ensemble qui sont incapables. C'est une réalité qu'il faut dénoncer. Mais nous ne dénonçons pas. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est pour ne pas, d'abord pour beaucoup, c'est de ne pas être au chômage. Il y a une mentalité chez certains maires qui simplement sont des suiveurs d'une politique déterminée. Quel maire a déjà pris position pour le chlordécone, à part notre ami Garcin? Et il faut qu'il se protège toujours, parce que c'est encore le seul. Bon, mais c'est une réalité. Ne pensons pas que ce que nous proposons, ce pour lequel nous nous battons, Garcin, tout le monde, nous sommes tous ici, ne pensons pas que quand ça a été dit, que c'est pris en considération. Non, il faut que d'autres personnes s'imprègnent de ce que nous disons. Qui sont ces personnes? Ce sont nos intellectuels, ce sont nos économistes, ce sont nos intellectuels, nos professeurs. C'est des gens qui, lorsqu'ils prennent la parole, ils ne s'auréolent pas d'une époque non, qu'ils prennent la parole pour dire que ce n'est pas bon. Laissez-moi vous demander une simple question. Combien d'intellectuels, puisque nous pensons à eux, sont jamais réunis comme ici, là? Nous sommes un peu intellectuels. Combien ont déjà pris des positions fondamentales contre le chlordécone ou contre les scandales de 50 pages géométriques? Combien? Zéro. C'est le maire. C'est le seul maire. Il faut le dire que c'est encore le seul maire qui était et qui ne l'est plus. Mais ce n'est pas pour des raisons, politiques, c'est pour des raisons économiques et stratégiques. Garcin gêne tous les futurs scandales économiques qui prennent corps et qui doivent prendre corps, parce que ce qui compte à l'heure actuelle, c'est quoi? Ce n'est plus la morale du travail, ce n'est plus le travail, la morale, c'est gagner de l'argent et faire du pognon. Et quand vous vous adressez à n'importe quel peuple, même si cette personne ne travaille pas, vous critiquez un tel qui est un voleur et qui fait du fric, la personne vous dit, mais si c'est pas fait, c'est moins grave. Parce qu'il n'y a plus de moralité dans nos rapports, parce que nos intellectuels, nos mères de famille, nos pères de famille, nos aînés, etc., ne prennent pas des positions fermes et solides pour dire simplement, nous ne pouvons pas continuer à cautionner. C'est ça le problème, parce que le résultat des élections sont recensés. Alors ne croyons pas à nos victoires. Nous sommes contents. Mais 9 fois sur 10, pensez au chlordécone. Le chlordécone s'amuse pour l'instant, il se fout de notre gueule. Il se foutra de notre gueule pendant longtemps. Et puis, à la télévision, on va vous montrer des petits chiffres, vous dire, vous pouvez toujours manger des patates, ça, mais jusqu'à un certain degré. Alors vous faites faire une analyse avant de lâcher des patates. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est ça le problème. Dénonçons le système.
dénonçons le système avec l'appui de ceux à qui on met toujours des tapis rouges parce que ce sont des intellectuels, parce que ce sont des prix, parce que ce sont des... Mais c'est pas suffisant. Nos artistes locaux, qu'est-ce qu'ils font? Les artistes qui dépendent des fortunes pour les spectacles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent... Mais j'aimerais entendre de la voix de XY que nous tous connaissons, nous condamnons le chlordécone. Ça, ce serait positif. Ça, ce serait élégant. Non, ça n'existe pas. C'est ça, et ça n'existera pas parce que nous entretenons ces gens-là avec, excusez l'expression, la merde de la politique. C'est ça le problème. Dénonçons-la, que les intellectuels, le peuple que nous sommes, dénonçons vertement. Nous n'hésitons pas à nous montrer, nous n'hésitons pas à critiquer. D'autant n'existe pas à dire, n'hésite pas à dire ce qu'il faut. Nous tous qui sommes ici, nous n'avons peur de rien. Mais 90% de la population a peur. 90% de la population a peur. Parce que les propos qu'il a tenus, je vous assure qu'il ne viendrait pas dans un petit milieu petit bourgeois où chacun tire sa petite... Non, 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 non. Voilà le problème. Nous en danger, nous crucifier, nous tomber, nous gars élever, nous tomber, nous gars élever. Effectivement, cette année, Léo Marin, parce qu'à l'époque, effectivement, la maternité se trouvait au Marin. Donc, je suis effectivement aussi conseillère municipale de l'opposition depuis 2014. Je vais simplement commencer mon intervention en relisant cet extrait de l'interview que les frères de Gentil avaient accordé à Télérama en 2010, avant la consultation sur le changement, l'évolution institutionnelle. L'article disait ceci: la famille de Gentil soutient financièrement le même candidat, le même candidat d'opposition, qui se trouve être, le hasard fait bien les choses, le directeur de l'Office de tourisme de la Martinique. Un béquet, étant donné son histoire, ne peut intervenir directement dans le jeu politique, regrette Jean-Michel de Gentil. La population ne l'accepterait pas. Nous, les béquets, environ 3000 personnes, fonctionnons en dynastie. Construisons pour plusieurs générations, nous savons attendre, sourit cyniquement son frère Bernard. Nous savons attendre. Un jour, malsain ne sera plus là, nous si. Télérama 2010, n'importe qui peut aller vérifier sur Internet, document authentifié. Quelle date? Donc voilà, 2010. Le mois. Janvier 2010. C'est un article assez étayé sur les périodes qui ont précédé le vote sur l'évolution institutionnelle, donc le passage à la collectivité unique, hein, pas territoriale, mais collectivité unique. Et donc voilà, là les choses sont claires. Je crois qu'aujourd'hui, en 2018, on retrouve cette problématique avec le problème de ce projet qui est proposé par l'actuel maire Jean-Michel Gémy. Je reprends très brièvement la genèse de cette affaire. La ville lance un appel, ce qu'elle appelle un appel à projet, en mai 2015, d'après les éléments que nous ont fournis la majorité municipale. Appel à projet, dit-on. Un appel à projet déguisé, on va dire, parce qu'en fait, c'est un véritable appel d'offres. Parce que dès lors que la ville est donneur d'ordre, dès lors qu'on définit les contours, qu'on définit le contenu, on n'est plus dans l'appel à projet, mais véritablement dans l'appel d'offres. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres n'est jamais convoquée de manière régulière alors que la ville répond à des appels d'offres. Nous avons un élu d'opposition, M. Albert Zahir, qui est l'ancien premier adjoint de Garcin Malsa, qui a une certaine expertise, une expérience de 25 ans, qui siège dans cette commission d'appel d'offres, qui ne reçoit jamais de convocation. Donc le maire lance son appel à projet, dit-il, sur le site internet de la ville, sur France Antilles et sur la page Facebook de la ville. À cet appel à projet répond une seule association
mais qui propose 3 offres. Donc 3 offres qui émanent de la même association. Nous, en tant qu'élus de l'opposition, ne connaissons pas du tout la teneur des offres qui ont été proposées. En quoi ces offres ont été différenciées, aucun élément ne nous permet de dire ce qui distingue une offre par rapport à une autre. Légalement, c'est tout à fait possible qu'une association puisse proposer 3 offres différentes. Mais à ce jour, nous n'avons jamais su exactement quels étaient les contenus de ces offres. Ensuite, le maire convoque une commission qui va approuver ce projet. Cette commission est composée, je suppose, du maire lui-même, la première adjointe, une autre adjointe, Madame Gémieux, ensuite Jean-Luc Foss, qui est aussi adjoint chargé de la sécurité, et ensuite 4 employés municipaux. 4 employés municipaux qui font partie de cette commission et aucun élu de l'opposition. Pourtant, dans la délibération que le maire nous a proposé de prendre le 7 novembre dernier, il est dit « Les élus réunis ont choisi les Glénans. » Les élus réunis. Alors je lui ai posé la question de savoir, mais quels étaient ces élus? Il est assez surprenant de voir ce directeur de cabinet du maire qui est omniprésent et qui se prend pour un DGS. Il est assez surprenant de le voir justement dans toutes les instances où il faut prendre des décisions, on retrouve ce monsieur. Juste une petite parenthèse très rapide. Sitôt arrivé à la tête de la ville, M. Gémieux a fait prendre une délibération pour rembourser à M. Romagne Jean-Éric, son actuel directeur de cabinet, une somme que lui devait la ville après lui avoir acheté un terrain. Ce monsieur n'a pas donné de nouvelles. Ensuite, les élections sont arrivées, puis bizarrement, il réapparaît et cette délibération, on la retrouve. Et M. Gémieux nous demande de faire voter une délibération pour rembourser à M. Romagne cette somme qu'on lui devait. Donc la délibération est prise. Ensuite, à notre grande surprise, M. Jean-Éric Romagne apparaît comme étant le directeur de cabinet du maire.